Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendants. Un mercredi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Vous écoutez Les Rubis Noirs sur Radio Campus Paris, l'émission des cadres, des intellectuels, des entrepreneurs noirs afro-descendants. Retrouvez l'émission deux mercredis par mois à 18h sur le 93.9 FM, en DAB et sur le web. Le Ruby d'aujourd'hui est sociologue des médias, spécialiste de la représentation sociale et médiatique des minorités, mais également professeur à l'université Panthéon-Assas. Bienvenue Marie-France Malonga. Bonjour. Enchantée Estelle. Je peux faire une petite correction ? Oui. Je ne suis pas professeure à l'université de Paris 2 Assas. C'est l'université dans laquelle j'ai fait effectivement mon doctorat et j'ai enseigné pendant longtemps là-bas, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'aime beaucoup l'université Paris 2, il n'y a aucun souci. Alors, comme je l'ai dit, tu es sociologue des médias. Être sociologue, c'est vraiment un métier ? Alors oui, c'est un métier, bien entendu, d'être sociologue. On a besoin des sociologues pour comprendre notre société, quels sont les différents rapports de force, de domination entre les différents groupes sociaux. Donc, on a besoin d'apprendre à mieux connaître notre société, comment on s'organise et comment, effectivement, en tant qu'individu, on peut être déterminés dans nos actions, dans nos représentations par les différentes structures sociales. Donc oui, on a besoin de sociologues puisqu'on a besoin d'étudier la société. Mais en fait, la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, quand on est sociologue des médias ou quand on est sociologue de façon générale, on ne vit pas forcément de la sociologie, ce qui est mon cas puisque la plupart du temps, on enseigne. Et ce qui est mon cas, puisque quand on est sociologue, quand on fait ses études, quand on décide d'en faire son métier, c'est imbriqué avec l'activité d'enseignement, puisque c'est comme ça qu'on va effectivement diffuser nos idées, nos savoirs, etc. Et c'est un cursus très honorable, mais les positions à l'université pour être sociologue et enseignant-chercheur sont très limitées. L'université est pauvre, comme on le sait. Voilà, donc moi, pour parler de moi et de mon parcours, effectivement, moi, j'ai choisi en fait d'être sociologue indépendante. C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis plus professeure à l'université de Paris 2, où je n'enseigne plus à l'université de Paris 2, puisque j'ai décidé d'être sociologue indépendante. Donc, il y a beaucoup de chercheurs indépendants, et donc je vis principalement de l'enseignement. En université, en école, en enseignement supérieur, d'enseignement privé. Et donc, voilà. Et après, on peut aussi être que sociologue, c'est-à-dire ne faire que cette activité, faire des études, faire avancer les idées, la recherche, quand on est vraiment chercheur au CNRS, c'est-à-dire au centre de recherche de l'État. Donc là, il faut passer les concours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour les étudiants ou les personnes qui nous écoutent, qui seraient intéressés par ce métier, c'est un métier difficile parce qu'effectivement, il y a peu de postes, donc c'est pas évident effectivement d'avoir une place dans l'université, de trouver sa place et de passer les concours. C'est très sélectif et il y a très peu de place, donc il y a beaucoup de gens qui ont fait des études de sociologie et qui vont travailler dans le privé. On peut travailler beaucoup dans tout ce qui est bureau d'études qualitatives, où on peut effectivement aussi développer et utiliser son savoir-faire. Ok. Du coup, ça a été quoi ton parcours académique ? Moi, mon parcours académique, déjà, j'ai fait de longues études. J'ai commencé, en fait, par étudier l'histoire. En fait, j'étais passionnée d'histoire quand j'étais plus jeune, donc c'est les premières études que j'ai faites. Et ça a commencé déjà mon intérêt pour les questions des représentations, et notamment des représentations noires, parce que je m'étais spécialisée au niveau master à l'époque, parce que c'était il y a quelques années, au niveau master sur la question de la représentation. J'étais spécialisée en histoire des États-Unis et je m'étais intéressée en fait à la représentation des Africains-Américains. J'avais fait une maîtrise d'histoire, pour dire que c'était un autre nom. On parlait de maîtrise d'histoire à l'époque. Donc j'ai fait
une recherche sur la représentation de la famille africaine-américaine dans un magazine destiné au public africain-américain qui s'appelle Ebony. Ebony. Et effectivement, j'ai fait une étude de cette représentation des années 70 jusqu'à la fin des années 90 pour voir les différents types d'évolution. Et ensuite, j'ai changé de cursus. Je suis sortie des études d'histoire parce que je voulais être en fait journaliste ou travailler dans la communication. Je ne savais pas trop exactement. Et donc, j'ai décidé de m'orienter dans les études en communication, médias et communication, qu'on appelle les sciences de l'information et de la communication. Mais au départ, c'était plutôt pour travailler dans le journalisme, la communication. Et il se fait que je me suis passionnée pour un sujet de recherche qui n'était absolument pas étudié en France. Donc, on était à la fin des années 90, début 2000. Ça n'existait pas, en fait. Faire des études d'histoire où j'avais déjà commencé par un intérêt sur la question des représentations, notamment des populations noires, mais en m'intéressant à l'histoire des Africains-Américains et de leur représentation dans la presse africaine-américaine. Et j'ai décidé de changer de cursus car j'avais l'intention de travailler dans la communication, le journalisme. Je ne savais pas trop à cette époque-là. Et donc, je me suis réorientée. J'ai fait un deuxième master dans les études en communication, ce qu'on appelle les sciences de l'information et de la communication. Et là, il fallait faire un deuxième sujet de mémoire. Donc, je me disais, mais sur quoi je vais travailler et tout ça? J'avais pas trop d'idées. Puis, à un moment, j'ai eu une sorte d'éclair dans le cerveau. Et je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi je travaillerais pas sur... Donc, on était à la fin... de l'année 99 et au début de l'année 2000, je me suis dit, pourquoi ne pas travailler sur la question des représentations. Alors, à l'époque, j'utilisais le terme suivant, des personnes d'origine étrangère. Je vais dire après que ce terme a évolué dans mes études, à la télévision française. Parce que moi, j'avais toujours été extrêmement surprise de ne jamais voir de personnes qui me ressemblaient. Et pas que moi, c'est-à-dire mes frères et sœurs, mes cousins, etc. Alors, dès qu'on voyait quelqu'un apparaître à l'écran, on faisait « Oh, regarde !» On était très attentifs. Et donc, je me suis dit « Ah bah tiens, ça serait très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi, quand on représente la société française à la télévision, on ne voit pas de personnes non blanches, pour être un petit peu schématique. » Et donc, je me suis attelée à cette question et j'ai découvert en fait que c'était une question complètement politique, bien entendu, sur la façon dont notre société française se pense, comment elle inclut les différentes migrations, notre histoire coloniale, etc. Mais j'insiste aussi sur un point qui est très important, c'est qu'à l'époque, je ne trouvais personne pour diriger ma recherche, donc à l'Université de Paris 2. Quand j'ai évoqué ce sujet, parce que vous savez, au début des études en master, on va dans les différents séminaires pour trouver un directeur, une directrice de recherche, et personne voulait me diriger en disant que mon sujet n'était pas du tout intéressant et qu'il n'y avait rien à dire. Et il n'y avait pas d'études et qu'il fallait que je trouve autre chose. À tel point que j'avais accepté l'idée et je me suis dit, je vais travailler sur autre chose, en fait. Et donc, j'étais allée dépiter dans un dernier séminaire. On faisait un tour de table, on nous disait, oui, sur quoi voulez-vous travailler? Et moi, j'ai dit, moi, je voulais travailler sur la représentation des personnes noires et non blanches à la télévision française, mais apparemment, c'est pas intéressant. Donc, je réfléchis à un autre sujet. Et là, la sociologue en question qui faisait ce séminaire, elle dit, mais ça va pas. Donc, c'était la réponse la plus intelligente que j'avais entendue depuis le début du mois, m'avait dit, c'est hyper intéressant comme sujet. Pourquoi? Justement, quand il n'y a rien, c'est qu'il faut bosser dessus. Et donc, elle m'a énormément motivée sur ce travail, et c'est là où elle a touché du doigt un point extrêmement intéressant, c'est toute la question politique qu'il y a derrière, parce que ce n'est pas qu'une question médiatique, c'est une question médiatique bien entendu, mais c'est une question politique, c'est-à-dire comment on se pense en tant que société française, comment on se pense en tant que société, en fait. Et finalement, j'ai réussi à trouver quelques études françaises qui avaient été faites sur cette question, mais il y en avait très peu. Et là, j'ai surtout interrogé, donc là, ça revient sur la question de la méthode qui vous intéressait, j'avais interrogé beaucoup,
tenait sur les doigts de la main quelques professionnels des médias issus des migrations noires, de l'immigration, etc., pour leur demander comment ça se passait dans leur rédaction en tant que journaliste. Mais c'était des acteurs, des comédiens, parce que je m'étais aussi intéressée aux comédiens dans les séries. Et c'était vraiment très peu de personnes. Je soutiens ce travail à l'extrême fin de l'année 99, début 2000. Et là, tout d'un coup, je commence à voir que dans les médias, on parle de cette question-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait une association à l'époque qui n'existe plus, qui s'appelait le Collectif Égalité, qui avait été créée par une écrivaine franco-camerounaise qui s'appelle Calixte Beyala, qui avait tapé du poing sur la table en hurlant dans des émissions, parce qu'elle était un petit peu fantasque, pour dire il n'y a pas de personnes noires dans la publicité, au cinéma, etc. Il faut changer. Donc elle avait pris rendez-vous avec l'organisme de régulation de l'audiovisuel public, qui s'appelait à l'époque le CSA, qui a changé, maintenant ça s'appelle l'ARCOM depuis quelques années, pour demander que cette institution qui est là pour réguler les médias audiovisuels s'investisse sur cette question pour qu'on comprenne pourquoi la société française représentée au petit écran était blanche, parce qu'à l'époque c'était vraiment ça. Ma directrice de l'époque pour master, qui est devenue ma directrice de thèse aujourd'hui, qui s'appelle Josiane Jouette et que je salue chaleureusement aujourd'hui, avait effectivement proposé, me dit mais tu devrais contacter le CSA, l'institution, parce que le CSA avait dit nous ne mettrons pas de quotas, parce que c'était la revendication du collectif Égalité, qui regroupait des professionnels des médias, des musiciens, des artistes issus de l'outre-mer et de l'Afrique noire et de ses origines, de la diaspora, dirons-nous. Et ils avaient dit, eux, ils voulaient des quotas. Ils ont dit non, mais c'est bon, ça changera jamais. Et l'institution a dit non, ça ce n'est pas possible, mais on va faire des études, nous allons réfléchir à cette question. Et à ce moment-là, c'est là où ma directrice me dit mais Marie-France, tu devrais contacter l'institution, ils doivent peut-être chercher des gens qui font des études, des stagiaires. Donc moi, j'avais envoyé mon mémoire, que j'avais réussi d'ailleurs avec succès, que je l'ai envoyé donc à l'institution. Et moi, je pensais qu'il y avait une armada de chercheurs, de sociologues qui étaient là. Alors, comment on va faire l'étude, etc. Et en fait, moi, j'ai fait toc-toc. J'étais la seule à avoir appelé parce qu'en fait, personne ne travaillait dessus à l'époque. Et donc, ils m'ont dit... J'ai reçu un coup de fil, je me souviens à l'époque, du président du CSA, de son cabinet, qui m'a dit « Oui... le président voudrait vous rencontrer. » J'étais là, il doit avoir erreur en fait. Et finalement, j'y suis allée et j'ai vu qu'en fait, ils avaient tous photocopié mon mémoire, qu'ils étaient sur les rangs. Et donc, moi qui avais déjà travaillé pendant 1 an sur la question, j'ai proposé, le président de l'époque m'a proposé de faire une étude sur le sujet. Donc, j'ai continué mon master 2 et j'ai fait cette étude. Et cette étude, c'est une étude qui est devenue importante pour la télévision française, puisque j'ai proposé d'analyser 15 jours de télévision française pour voir comment on y représentait la société française dans les différents types de programmes. C'est-à-dire, donc là, on est plus dans l'analyse de contenu, et l'observation de programmes médiatiques. Donc, c'était dans les émissions de jeux, dans les programmes de fiction, à la télévision, dans les émissions de plateau. Et quelle était la conclusion de cette étude ? Donc, je m'étais inspirée de différentes méthodes d'études de programmes comme ça qui avaient été faites pour l'institution. Mais c'est quoi les méthodes utilisées pour le sociologue ? Alors, qui sont différentes de l'historien, du journaliste ? La chose qu'il faut savoir en termes de méthode de travail quand on fait de la recherche et notamment de la sociologie des médias, c'est que on s'inscrit dans ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales. Donc en fait, les pratiques méthodologiques sont très souvent assez communes. Donc par exemple, pour la question du sociologue des médias qui va s'intéresser à l'analyse de programme, donc là, ça va être l'analyse de contenu. Donc en fait, il y avait effectivement une grille d'analyse pour repérer les différentes personnes issues des minorités noires, mais aussi d'autres minorités non blanches qui apparaissaient à l'antenne, avec toute une étude quantitative et statistique sur
les personnes apparaissant dans les programmes. Donc là, c'est du quantitatif, c'est-à-dire qu'on va faire du comptage pour essayer de dégager des pourcentages et des statistiques sur les taux de représentation dans le contenu lui-même. Après, on peut s'engager aussi dans des méthodologies et des recherches plus qualitatives qui vont se baser effectivement sur des entretiens avec un échantillon qui va être un petit peu moins important pour pouvoir justement analyser du discours dans ce cas-là. Mais ça va être plus dans la deuxième partie de mon parcours où je vais parler de mon travail de thèse. Mais juste pour terminer sur l'importance de cette étude du CSA, c'est qu'elle est restée quantitative. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait un aspect qualitatif justement, c'est-à-dire plus analyser les représentations, analyser les types de stéréotypes pour voir si effectivement il y avait des caricatures. Donc là, on est resté sur du quanti, c'est-à-dire compter très clairement les nombres de personnes non blanches qui apparaissaient à l'antenne, quels que soient les types de positions, c'est-à-dire que ce soit un professionnel d'un programme télévisé, un journaliste, un chroniqueur, ou alors les personnes invitées sur les plateaux, ou les publics, la sociologie des publics des émissions de plateau, c'est aussi très intéressant. En résumé, la réponse sur cette étude, il y a quasiment aucune représentation, une sous-représentation. Et voilà pourquoi, à compter de ce moment-là, il y a eu une demande de l'institution publique que constituait le CSA de modifier ce qu'on appelle les cahiers des charges des chaînes publiques et les conventions des chaînes privées, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les chaînes de télévision et les chaînes de radio, là en l'occurrence c'était la télévision, ont un contrat avec l'institution qui représente l'État pour respecter un certain nombre d'obligations, parce que effectivement, on sait quel impact ont les médias sur les publics, sur la société, sur les représentations, et on sait très bien que, notamment en période électorale, c'est extrêmement important de représenter tous les types d'opinions, etc. Et donc, il y a vraiment eu un changement radical qui a fait changer la télévision française, puisqu'il y a eu ce changement de cahier des charges en insérant une phrase demandant aux diffuseurs de faire en sorte de mieux représenter la société française. Et ça a donné quelques années après, en se basant sur cette méthodologie de départ que j'avais proposée, sur ce qui existe jusqu'à aujourd'hui, ce qui peut-être que vous connaissez, qui s'appelle le baromètre de la diversité, qui est proposé par l'institution tous les ans à la télévision française, où effectivement on fait cette observation des contenus et cette analyse de contenu. Donc, il y a un avant 2000 et un après 2000 à la télévision française, puisque les chaînes ont commencé à embaucher des professionnels, des médias noirs, des présentateurs, des animateurs. Les séries se sont colorées, les films de télévision se sont colorés, que ce soit les chaînes publiques et les chaînes privées. Ça ne veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, loin de là, puisqu'il y a toujours des freins quand même dans les représentations, parce que ce qui est difficile à changer, ce n'est pas le quantitatif, même si le quantitatif est très important parce que ça permet de dégager des statistiques, des chiffres qui parlent vraiment, parce que quand je me souviens très bien que dans l'étude du CSA dont je vous parle, si on prend par exemple tous les professionnels des médias qui avaient été comptabilisés, de mémoire il y en avait autour de 300, sur les 300 professionnels des médias présents sur 15 jours de télévision à l'époque, donc on est à la fin de l'année 1999, au début de l'année 2000, il y avait 3 professionnels des médias ou 5 professionnels des médias. Donc, sur 300, c'est pas lourd, d'autant que les professionnels qui étaient mis en avant n'étaient pas des professionnels dans des rôles de premier plan. C'était, je me souviens, dans des émissions de jeux, des hôtesses qui rangeaient le décor. Voilà, il n'y avait pas de rôle dominant. Et c'est à partir du moment où c'est devenu un questionnement dans la sphère médiatique de comment nous nous représentons dans les médias, qu'il y a eu des personnages importants qui ont été embauchés. Donc, une des figures très emblématiques, c'est par exemple le fameux journaliste Harry Roselmack, qui est arrivé sur les antennes en 2005 et qui a présenté le JT en joker, attention, en remplaçant, ce qui change un peu les choses. Mais ça, c'est quasi une forme de révolution sur la télévision française à cette époque. Donc, je suis le fruit de toutes ces évolutions dans la sphère médiatique française et télévisuelle principalement. Et j'ai poursuivi en thèse parce que l'institution voulait rester sur du quantitatif. Vous qui vous intéressez aux méthodes,
je me suis dit que le qualitatif était très important parce que sur cette question-là, on ne représente pas la violence que peut induire des représentations caricaturales et stéréotypées sur les individus concernés eux-mêmes par ces situations, en l'occurrence si on parle des populations noires. Donc moi, j'ai décidé de poursuivre en thèse avec cette sociologue très intéressante qui m'a dit que c'était une question intéressante et qu'il fallait développer et que c'était une question politique. Et là, j'ai décidé d'interroger des publics. Donc là, c'est une des méthodes principales qu'on va utiliser effectivement dans les enquêtes qualitatives, c'est-à-dire interroger des citoyens, des gens, pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent sur un sujet pour pouvoir l'analyser et analyser des discours. Et là, moi, je me suis intéressée aux populations noires elles-mêmes, où en fait, j'ai interviewé un échantillon de personnes de toutes les types d'origines, de l'outre-mer, de l'Afrique noire, de ces origines, des personnes jeunes, vieilles. On va essayer de prendre des échantillons divers, de différentes origines sociales, ouvrières, intellectuelles, etc. Et en fait, la chose qui était très intéressante, c'est que je me suis rendu compte de deux éléments très importants. C'est les deux grandes conclusions de cette étude qualitative, qu'on appelle une étude de réception dans le cadre des études sur les médias. C'est premièrement, la phrase qui revenait comme un mantra était je vois pas de gens qui me ressemblent ou très peu de gens qui me ressemblent, j'ai l'impression de ne pas exister. Donc ça, c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire que le sentiment de non-existence arrive dès lors qu'on est dans un sentiment d'invisibilité. C'est-à-dire qu'on a l'impression de ne pas faire partie symboliquement du média lui-même, mais de la société, de ne pas être intégré dans la société et d'être transparent. Et ça, c'est une très grande violence pour un individu, le sentiment de ne pas exister et de ne pas faire partie de la communauté nationale. Et le deuxième grand point qui venait ensuite, c'est le sentiment de la mauvaise représentation, c'est-à-dire d'être mal représenté, d'être caricaturé, de ne pas être représenté à sa juste valeur, avec quelque chose qui revenait très souvent, c'était d'être pris pour un imbécile, d'être caricaturé, d'être ridiculisé. Ouais. Et on sait très bien que dans les représentations concernant les populations noires ou d'autres types de populations non blanches, c'est une des représentations importantes. Donc, dans le cadre de ce travail doctoral, effectivement, je me suis intéressée autant sur les programmes eux-mêmes, où j'ai continué à analyser les types de stéréotypes, et surtout, je me suis intéressée au public pour voir les impacts, et notamment les impacts psychologiques sur les individus, ce sentiment de ne pas être valorisé, de ne pas avoir ce qu'on appelle de valeur humaine, hein, comme disent certains sociologues. Et ça, c'était passionnant à faire parce que ça me rappelait des choses que moi j'avais vécues en tant que personne métisse, vivant dans la... Tu es de quelle origine ? Alors moi, je suis métisse, c'est-à-dire... j'ai donc ma mère qui est française, blanche, corse. En fait, je dois être une des rares corsico-congolaises peut-être du sol français, puisque je suis à moitié corse et à moitié congolaise par mon père. Et donc voilà, donc en fait c'était tout à fait intéressant comme travail que je poursuis par ailleurs, c'est vraiment de se rendre compte que des choses qu'on a vécues en fait sont expérimentées à une grande échelle et qu'en fait ça concerne en vérité la-individu minoritaire, c'est-à-dire un individu qui potentiellement peut subir des discriminations, des inégalités, des dominations, parce qu'il incarne une différence au sein d'un groupe et qu'il est considéré comme différent du fait d'un stigmate, que ce soit une couleur de peau, un accent, une origine, une religion. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter parce que moi, si on m'arrête pas, en fait, on peut appuyer sur play, je peux parler des heures, sans m'arrêter. Mais j'attendais que tu finisses, après voilà, je vais lancer donc non, juste pour dire que effectivement, c'était intéressant de se rendre compte qu'en fait, toutes les personnes que j'ai interrogées, en fait, étaient dans des situations similaires pour beaucoup. Il est temps de faire une pause musicale. On revient dans un instant. C'était Terry Moïse, les poèmes de Michel. Les Rubis Noirs,
l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendants. Un mercredi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Nous sommes de retour avec l'invitée du jour, Marie-France Malonga, sociologue des médias. Alors Marie-France, tu as rédigé un article qui s'intitule « La télévision comme lieu de reconnaissance, le cas des minorités noires en France ». Alors j'ai pris les principaux points intéressants de cet article. Alors, le premier point. La minorité s'inscrit dans un rapport de pouvoir, elle subit une domination sociale et politique qui commence par celle de ne pas avoir le contrôle de sa représentation, de son identité, construite par la société majoritaire. L'individu minoritaire cherche donc à être reconnu comme un citoyen à part entière. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que ce qui caractérise en fait la position dans la société d'un individu minoritaire, c'est-à-dire qui est minorisé potentiellement, socialement, politiquement, c'est-à-dire qui n'a pas accès à toutes les ressources économiques, culturelles, sociales. Tout le combat d'un individu minoritaire est d'être reconnu comme individu et ne pas être réduit à sa différence, en fait, puisque nous avons tous des différences, mais le problème de l'individu minoritaire, c'est qu'il est enfermé dans sa différence et que ça devient un élément essentiel de sa définition. Alors qu'en fait, on est tous des individus avec des multiples appartenances. On est un kaléidoscope identitaire. Et donc, on est réduit à un élément de notre identité. Donc, tout le combat, d'une certaine façon, d'un individu pour éviter les discriminations, les stigmatisations, le rejet, surtout, qui est quelque chose qui crée des dommages vraiment psychologiques importants, et notamment pour les constructions identitaires, c'est d'être reconnu comme un individu à part entière avec sa valeur. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très important à comprendre, c'est qu'un individu minoritaire, susceptible, quel que soit le type de minorité, c'est-à-dire une personne qui subit des discriminations, des inégalités, quelle que soit son appartenance de groupe minoritaire, en fait, effectivement, on lui nie sa qualité d'individu, c'est-à-dire sa qualité humaine. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on enferme souvent les groupes minoritaires toujours dans les mêmes archétypes. C'est-à-dire, par exemple, on va dire, si on prend des populations noires, par exemple, on va dire les populations noires, elles aiment tous faire du sport et danser, en fait. Ouais. Elles sont toutes drôles, parce que ça, c'est des stéréotypes qui sont anciens, qui sont inscrits dans les imaginaires. Et en fait, on va dire aussi que, par exemple, toutes les personnes noires se ressemblent. Ont la même tête. Donc ça, c'est les gens qui devraient s'acheter une paire de lunettes, bien entendu, puisque chaque personne, dans les représentations, dans les caricatures, surtout d'un point de vue historiographique, dans l'histoire des représentations, en fait, on se rend compte qu'on a énormément caricaturé, enlaidi, en fait, les populations noires pour justement les diminuer. Et les dominer, tout simplement. Et donc, quand on regarde, par exemple, les représentations des publicités du 19e siècle, du début du 20e siècle, c'était des personnes noires avec des grosses lèvres, des gros nez, des machins, hyper exagérés pour enlaidir la personne et dire que toutes les personnes noires ont des traits hyper gros. Alors qu'il y a des personnes qui sont comme ça, mais en fait, il y a plein de différences. En fait, toute une personne noire est différente en soi. Il y a différents types de couleurs, de carnations, de visages. Il y a plein de gens qui ne voient pas ça. Alors qu'en plus, moi, par exemple, c'est quelque chose que je vis beaucoup dans ma vie depuis des années, où des gens, surtout quand on est métis, vont nous dire « Ah, mais t'es d'origine africaine ? Ah, t'as les traits fins pour une personne africaine, t'es là. D'accord. Qu'entends-tu par là ? Parce qu'effectivement, il y a tellement de types de physiques différents. Et il faut savoir que, par exemple, les populations blanches, pareil, il y a des physiques différents. Il y a des gens qui sont des populations blanches et qui ont des nez, des gros nez, des grosses lèvres et d'autres plus petites. Enfin, donc voilà, nous sommes tous différents. Et donc, pour revenir à votre question initiale sur ce que j'avais écrit dans cet article, c'est que l'idée, c'est d'être reconnu dans sa valeur en tant qu'individu et surtout en tant qu'être humain et pas enfermé dans des caricatures et des identités imposées. Et donc ça, c'est vraiment la lutte pour la reconnaissance, c'est ça.
Dans l'article aussi, il a été précisé que de l'ensemble des communautés linguistiques constituant notre échantillon arabophone, créole, hispanophone, portugais et vietnamien, ce sont les Noirs créoles qui se disaient attirés par la représentation de leur propre communauté dans une émission, même après plusieurs années de séjour. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que on a besoin... Pourquoi nous, on a plus besoin que les autres ? Non, en fait, on a... ce que j'entends par là, c'était effectivement sur l'échantillon en lui-même, c'est que, en fait, tout individu a besoin de se sentir représenté. Oui. Je veux dire, c'est quelque chose de humain. C'est comme ça qu'on se construit identitairement. Mais c'est vrai que moi, quand je regardais les séries afro-américaines ou quand je vois des séries où il y a des personnes noires, je dis... Ça m'interpelle, ça me donne envie de regarder. Et justement, ça, c'est quelque chose qui est particulier sur les populations noires, c'est que, en fait, les populations noires françaises, si elles sont représentées à l'OTAN, en tout cas à l'époque où justement a commencé tout le débat autour de, au début donc, des années 2000 sur la question des représentations des populations noires et non blanches de façon générale dans les médias français, c'est il y a effectivement des populations noires qui apparaissent dans les médias, mais très souvent c'est parce que il y a ce sont des représentations africaines-américaines. Oui. C'est parce qu'on a beaucoup de séries, de téléfilms de fiction américaine, et que dans ce pays-là, il y a eu effectivement tout un combat, notamment autour des droits civiques et de représentation et de forces aussi minoritaires importantes qui constituent des groupes de pression importants, qui sont des forces économiques importantes. Donc effectivement, se sentir représenté, et notamment à l'antenne, dans les différents médias, ça participe de la construction identitaire parce que on ne peut pas se construire sans le regard de l'autre, en fait. Et les médias eux-mêmes, et le média télévisuel notamment, est un autre symbolique, en fait. Donc, on ne peut pas se construire si l'autre ne nous a pas reconnus. Oui. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. On existe et on se construit dans le regard de l'autre. Donc quand on nous renvoie en permanence des représentations dépréciatives, dévalorisantes, on n'arrive pas à se construire de façon positive et constructive et effectivement peuvent arriver après des sentiments d'infériorité, de mauvaise estime de soi, etc. Oui. Donc les dégâts sont très importants. Pourquoi c'est important donc d'avoir un média comme le mien ? Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que on voit, et c'était aussi une partie du travail que j'ai fait dans ma recherche doctorale, c'est que les individus minorisés, dominés de façon globale, moi j'ai essayé d'insister là-dessus, ils vont mettre en place ce que j'appelle des stratégies identitaires pour contrer ces mauvaises représentations et pouvoir rehausser leur estime de soi et leur valeur humaine en tant qu'individu. Et donc, ça passe effectivement par reprendre en main sa propre représentation. Ça ne veut pas dire que il restera toujours important d'avoir une représentation juste de la société des différents groupes minoritaires, quel que soit leur visage. Ce sera toujours important qu'ils soient présents dans les médias nationaux et les médias généralistes, parce que ce sont ceux qui représentent la société, ceux qui vont être les plus consommés, donc c'est extrêmement important qu'ils soient représentés. Mais de la même façon, peuvent coexister en même temps d'autres types de médias, d'autres initiatives de représentation qui font qu'on va proposer une représentation alternative pour contrer l'invisibilité qu'il peut avoir dans les médias dits généralistes ou mainstream et reprendre en charge sa propre représentation. C'est ce que j'appelle la magie du média Internet et des réseaux sociaux qui constituent, et donc les podcasts qui font partie de ces nouveaux médias numériques, c'est une nouvelle arme pour les populations minoritaires de reprendre en main leur représentation pour pouvoir proposer des représentations plus valorisantes, plus alternatives, en ayant la main sur sa représentation. Oui. Et donc, c'est pour ça que toutes les initiatives de podcasts comme Rubis Noir notamment, et de tout ce qu'on appelle les médias des minorités, c'est-à-dire pour un public ciblé, un public minoritaire, c'est
très important parce que ça permet de proposer d'autres types de représentations, de proposer d'autres types de contenus et surtout d'aller aussi au-delà des populations prioritairement ciblées. Oui. Parce qu'effectivement, on part du principe, très souvent, par exemple, s'il n'y a pas de représentation dans les médias mainstream, quand on interroge les responsables de médias, les responsables diffuseurs, ceux qui ont l'argent et ceux qui décident, en résumé, très souvent, ils vont dire oui, mais une personne noire ou une personne non blanche de façon globale, on ne peut pas la mettre dans un rôle dominant ou quoi que ce soit parce qu'elle est trop clivante, elle ne peut pas représenter la société. Ce qui est complètement faux parce que nous, en tant que public, que population noire, ça fait des années qu'on arrive à s'identifier à des personnages ou à des professionnels qui ne nous ressemblent pas, qui n'ont pas nos couleurs de peau, et ça ne nous empêche pas d'avoir cet effet d'identification, parce qu'on va s'identifier à une histoire, à une fonction, etc. Mais donc ça veut dire que ça marche dans l'autre sens en fait. Si des personnes noires peuvent s'identifier à des personnes blanches, les personnes blanches peuvent s'identifier à des personnes noires, puisqu'avant d'être noires, ce sont des personnes. Pour mon podcast, il y a des personnes blanches qui suivent. Voilà, complètement, tout à fait. Et c'est juste pour dire qu'en France, alors maintenant il y a quand même une évolution, une explosion de l'offre avec justement le développement d'Internet et de tous les médias numériques et notamment des podcasts. Donc en fait, effectivement, il y a moins de domination de sociétés établies ou d'entreprises qui filtreraient l'accès à l'espace public médiatique. Donc ça veut dire que maintenant, on a vraiment des initiatives extrêmement intéressantes où les minorités peuvent reprendre la main de leur représentation, peuvent proposer des représentations alternatives qui vont avoir un impact et sur les publics concernés, c'est-à-dire les publics minorisés, mais aussi sur les publics non minorisés. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre aussi dans la question des représentations, et notamment des représentations médiatiques, c'est que avoir une représentation de la société mélangée, mixte, multiculturelle, parce que nous sommes une société multiculturelle, c'est un fait historique, culturel, sociologique, politique, puisque nous sommes une société qui est une société colonialiste, esclavagiste, qui a connu des vagues de migration et encore aujourd'hui très importantes. Donc c'est notre société, donc il faut l'accepter. Et en fait, avoir une représentation juste de notre société en termes de composition culturelle identitaire, c'est profitable autant pour les populations minorisées elles-mêmes, puisque comme on le disait, c'est très important pour se construire en tant qu'individu, de se sentir représenté dans la société dans laquelle on habite, mais c'est aussi de la même façon très important pour les publics non minoritaires, puisqu'ils doivent comprendre, ils ne doivent pas être en décalage avec l'état de notre société, et c'est une façon aussi de sortir des fantasmes et des caricatures autour de ces personnes minorisées, puisque on sait très bien à quel point c'est important, si on parle des médias traditionnels, d'avoir un contact avec l'individu qu'on ne connaît pas à travers déjà le média. Si on prend par exemple des fictions comme les feuilletons qui marchent super bien sur les antennes, comme par exemple Un si grand soleil, Ici tout commence, il y a des feuilletons qui sont en ce moment sur TF1, France 2, etc. Oui. Eh bien, le fait de mélanger, de proposer des personnages d'autres origines, d'autres niveaux sociaux, même qui ont des métiers très divers, comme s'il y a une forme d'habitude pour le spectateur de voir régulièrement des personnages auxquels il s'attache et qui sont quelque part dans son salon, dans leur salon tous les soirs, c'est un contact qui permet de moins diaboliser l'autre et d'un peu le connaître, l'autre avec un grand A. Donc en fait, en gros, l'impact est à deux niveaux, sur les populations minoritaires et non minoritaires, donc d'où l'importance de représentations qui ne soient pas trop déconnectées de la réalité de notre société. Mais tu sais, moi j'ai eu des critiques par rapport à mon podcast, de la part de personnes noires d'ailleurs, qui trouvent que le podcast est trop élitiste. Et pourquoi ne pas avoir élargi aux personnes issues de l'immigration, entre guillemets, en général. On ne m'aurait jamais dit ça si j'avais été dans un pays anglophone. Oui, Never, parce que... Oui. Jamais. Je ne comprends pas pourquoi, quand des personnes noires font des initiatives, il faut toujours inclure les autres minorités.
Il n'y a pas besoin, on n'est pas le symbole de... non, mais je sais pas, en fait. Et c'est puis, intéressant, ça. Aussi, oui, élitiste... moi, je trouve pas que mon podcast, il est élitiste. Je pense qu'on a besoin de ce genre de représentation. J'en avais un peu marre de voir des personnes noires toujours dans l'entertainment. On a compris, on sait chanter, on sait danser, on est drôle. Tout ça, on a compris. On l'a compris avec les Afro-Américains, on l'a compris avec les Français. J'avais besoin de montrer autre chose. D'autres types de représentation. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, merci de me poser cette question, je la trouve très intéressante. J'ai une réponse à plusieurs niveaux. Donc tout d'abord, félicitations pour la création de ce podcast. Non, c'est une initiative que je trouve tout à fait intéressante parce que, comme je disais, ça permet d'avoir d'autres types de représentations. Alors, effectivement, il y a quand même des évolutions depuis cette fameuse étude historique du CSA. Il s'est passé un petit peu plus de 2 décennies maintenant, donc il y a effectivement des évolutions. Mais là où justement les verrous sont très difficiles à faire sauter, c'est dans tous les postes décisionnaires, les postes à responsabilité, les postes de dirigeants, en fait, d'une certaine façon. Donc, il y a toujours quand même cette difficulté en France dans les représentations, quelles qu'elles soient, dans ces lieux de représentation, pour prendre le titre de l'article. On a toujours quand même une difficulté à représenter toujours les minorités, et particulièrement les populations noires et les minorités noires, à des postes... on va dire, de leader ou des postes de dirigeants ou des postes à responsabilité. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment là où le bas blesse. Donc en fait, c'est important aussi pour les populations issues des minorités d'avoir ce type de représentation qui sont les plus difficiles à mettre en avant. Et donc, ça permet aussi de créer des vocations. Et ça permet aussi de montrer, d'ouvrir le champ des possibles aux populations minoritaires. Parce qu'en fait, on est vraiment éduqués à accepter notre condition. Et notamment dans une société comme la société française, d'un point de vue d'idéologie politique, on est dans une société... avec une idéologie universaliste, républicaine très forte, qui induit le fait qu'on ne doit pas mettre en avant dans l'espace public nos identités particulières. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a des personnes noires, comme vous disiez, qui ont fait ce commentaire, oui, c'est élitiste, etc. Pourquoi ne pas parler d'autres personnes ? Parce qu'en fait, on a été dressés et éduqués dans notre cerveau en tant que Français, que c'est communautaire. Voilà, à ne surtout pas être dans des entreprises communautaires parce que c'est considéré comme contradictoire, allant à l'encontre de cette idéologie républicaine où nous formons tous, selon cette philosophie qui à la base est magnifique, un creuset républicain où tout le monde, personne n'a de différence, on est tous sur le même piédestal, mais sauf qu'en fait, dans la vraie vie, non. Et ce n'est pas parce qu'on met en avant son identité particulière qu'on rejette sa propre société. L'un n'empêche pas l'autre. Donc c'est une richesse de créer du lien, je pense. Et ça permet d'apporter justement des représentations alternatives. Et ça, on en a besoin parce que ce qui est le plus dur à changer dans la question des inégalités, et en tout cas sur la sphère médiatique, c'est les représentations. Parce qu'elles sont ancrées dans nos cerveaux. C'est des siècles de représentation. C'est d'ailleurs un aspect de mon travail doctoral de recherche. C'est d'avoir analysé les types de représentations dans lesquelles on mettait les populations noires, en étudiant effectivement les représentations dans les expositions coloniales, dans l'imagerie publicitaire, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on reproduit des schémas d'il y a 200 ans parce que ils n'ont pas été déconstruits. Et donc, en fait, ça veut dire que on reproduit des schémas parce qu'ils sont ancrés dans nos imaginaires collectifs. Et donc, pour les déconstruire, eh bien, il faut proposer des représentations alternatives. Et en fait, l'idée, c'est de varier les représentations pour ne plus enfermer les individus dans des représentations établies qui, en plus, ont été construites dans des moments où les individus noirs et les individus non blancs, de façon globale, étaient dans des situations de domination, à savoir l'esclavage et la colonisation principalement. Alors, Marie-France, on arrive
au terme de cette interview. Oui. J'ai quelques questions. Est-ce que tu as pu rencontrer d'autres sociologues noirs ? Y en a-t-il En fait, d'ailleurs oui, je pense qu'il y en a des sociologues noirs, mais c'est qu'ils sont pas justement assez mis en avant, je pense. Et puis que je pense qu'il est difficile d'exister en France dans le monde universitaire et dans le monde de la recherche quand on est issu d'une minorité. Je pense que c'est pas quelque chose qui est forcément facile, surtout quand on travaille sur les sujets en lien avec les questions minoritaires, ce qui est mon cas. C'est-à-dire qu'on nous renvoie effectivement l'image d'une personne qui ne serait pas neutre dans son travail. Alors qu'on peut ce qui est une ineptie, puisque effectivement on suit un travail scientifique, des méthodes scientifiques, etc. Donc je pense que c'est encore difficile en France d'exister quand on est issu d'une minorité et qu'on travaille sur un sujet en lien avec la question minoritaire. Donc il va falloir développer ce point. Je pense. Et quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui, du coup, souhaiteraient se lancer dans des études de sociologie, des jeunes afrodescendants ? Parce que moi, je suis désolée, quand j'entends des personnes qui font des études de sociologie, je dis pas que je prends pas ça au sérieux, mais je pense directement aux débouchés qui sont pas... Oui, en fait, c'est... Très fameux. Alors, je pense que la sociologie mène à beaucoup de choses, parce que ça reste quand même... ce sont quand même des études de généralistes. Bien comprendre la société, c'est un point très important pour pouvoir travailler dans plein de milieux. Il y a probablement des gens qui ont fait des études de sociologie qui travaillent dans le journalisme, dans la communication. Enfin, voilà, tous les chemins, je pense, peuvent... Enfin, à partir du moment où on a fait la sociologie, on n'est pas enfermé non plus complètement dans une discipline. On peut rebondir dans plein d'autres types de travail. Mais il y a beaucoup d'étudiants. Moi, j'ai régulièrement des appels, d'ailleurs, je ne peux pas répondre à tout le monde, excusez-moi, d'étudiants qui me demandent des entretiens régulièrement pendant les périodes de mémoire, qui s'intéressent à ces questions. Donc, les étudiants, beaucoup d'étudiants font des études de sociologie, noirs, issus des minorités. Enfin, voilà, ça fait partie des cursus extrêmement ouverts et qui sont prisés des étudiants. Donc, voilà, après en faire son métier, pourquoi pas, on en a toujours besoin, mais c'est un parcours qui n'est pas facile, puisque comme je le disais, l'université est pauvre, et effectivement, trouver des places dans l'enseignement supérieur n'est pas évident parce qu'il y a très peu de places, mais la preuve, on peut être très heureux et épanoui comme moi quand on est chercheur indépendant et enseignant, et toujours en enseignant, donc c'est quelque chose que j'encourage. J'encourage à tout le monde et aux étudiants afrodescendants, comme vous le disiez, à s'inscrire dans ce type d'études. Et voilà, dans tous les métiers intellectuels et de la pensée, on en a besoin dans toute société. Donc voilà. Une question, une dernière. Je viens d'y penser. Le colorisme, est-ce que ça fait partie de ton champ de travail aussi ? C'est pas quelque chose que j'ai étudié précisément, mais bien entendu. Et le texturisme aussi. Et bien entendu que c'est une question qui est liée à la question des populations noires et de leur perception dans les représentations. Et il est vrai que c'est plutôt à travers la question de la beauté noire et de la question des représentations des femmes que je peux m'intéresser à ce point. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un aspect très important des représentations des populations noires qui n'est pas assez étudié et développé au sein de la société française, parce que ça reste une question très précise à l'intérieur de la question minoritaire. Oui. Et effectivement, dans les représentations de la beauté des femmes noires, que ce soit dans la publicité, que ce soit auprès des professionnels des médias, etc., on a effectivement une tendance, et ça c'est dans le cas français, mais dans le cas de la plupart des représentations, et notamment des représentations anglophones, on a tendance à représenter des populations noires qui se rapprocheraient des populations noires. Blanches, des populations blanches. Latino. Les latinos. Complètement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a parmi les populations noires, il y a des individus qui ne sont pas représentés, c'est-à-dire les individus, que ce soit des femmes et des hommes, mais c'est beaucoup lié à la question de la beauté noire et de la représentation féminine. Les peaux foncées sont beaucoup moins représentées que les peaux
métissé. Je pensais que c'était une alerte, vous savez, quand on fait les essais dans les bâtiments. Est-ce que c'est dedans? On va entendre. Ok. Est-ce qu'on recommence? Je sais. Est-ce qu'on recommence là? Je me souviens plus ce que j'étais en train de dire parce que je parle tellement depuis ce matin, depuis que je suis levée, je ne fais que parler. On était. Oui, la question du colorisme. Oui, on se rend compte effectivement que c'est une question qui est très peu étudiée en France, qui n'est pas développée. Mais il est très clair que dans les représentations des populations noires et particulièrement des femmes noires, parce que c'est beaucoup lié à la question de la représentation de la beauté, on a tendance à représenter des femmes noires très clairement avec des peaux très claires et des traits, on va dire, qui se ressemblent plus à des Européens. Par exemple, moi, un jour, ça m'a marqué. Un jour, je regardais, par exemple, il y a beaucoup de presse à l'intention des femmes noires, dans la presse écrite, par exemple. Et un jour, je feuilletais comme ça un magazine et je me suis dit, mais tiens, c'est hyper bizarre. On dirait des personnes blanches coloriées en noir, enfin en marron, un petit peu coloriées. Mais en fait, c'est les mêmes cheveux hyper lisses, défrisés ou des choses comme ça. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Mais il faut quand même se dire qu'il y a des évolutions un petit peu dans cette représentation de la beauté noire, justement grâce aux femmes noires elles-mêmes, et notamment à beaucoup de podcasts ou de personnes, comme par exemple, j'ai un trou sur la personne qui a créé les produits pour les cheveux, les secrets de Loli, qui a montré d'autres types de représentations, qui s'est occupé des cheveux noirs. Donc on a plus de représentation du cheveu noir naturel depuis quelques années, et notamment dans la publicité. Il faut quand même savoir que les publicitaires se sont beaucoup investis de cette question du napière. Voilà. Alors, c'est vrai que ça va être plus des personnes métissées et claires. Et donc, il y a toujours ce combat, effectivement, de mieux représenter l'ensemble des minorités et les différences à l'intérieur des groupes minoritaires et notamment des groupes noirs. Moi, je sais que dans les personnes que j'avais interviewées, j'avais eu cette réflexion qui m'avait énormément intéressée, qui fait que j'avais un petit peu abordé cette question du colorisme. C'est qu'il y a une femme qui avait la peau foncée et qui avait les cheveux crépus, qui disait oui, il y a quand même quelques représentations, il y a des animatrices, des journalistes, etc. Mais elle a dit, moi, je me retrouve pas dans elle, parce que c'était des journalistes qui avaient des peaux métissées, très claires, avec des cheveux, des rivières de cheveux hyper raides, etc. Elle dit, mais moi, je me retrouve pas dans. Je suis contente parce qu'on avance. C'est un petit peu moins blanc dans les représentations. Mais moi, ça me ressemble pas. Et effectivement, l'idée, c'est non seulement de représenter des populations noires, mais tous les types de populations noires, parce que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, un individu minoritaire, et en l'occurrence là, les afrodescendants ou les populations noires, sont des individus à part entière, avec leurs différences. Et enfermer les individus dans un seul type d'aspect, d'éléments de représentation, c'est caricatural et c'est dénier une forme d'humanité, parce que à l'intérieur des groupes minoritaires, il y a des différences. Oui. Merci à toi, Marie-France. Merci à toi, Estelle. C'était un plaisir. C'est ainsi que se termine cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Un grand merci à Marie-France pour ce magnifique échange et à Chloé pour la réalisation. Vous pouvez suivre l'actualité des Rubis Noirs sur Instagram @lesrubisnoirs et YouTube @Estelle Keita. Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendants. Un mercredi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Les Rubinoirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendants. Un mercredi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM.